Aujourd'hui, on va s'intéresser à un champignon assez particulier, un champignon qui est sans doute autour de nous à l'instant même, mais qui, pour la plupart des gens, est totalement inoffensif. Et pourtant, chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli, il se transforme en un ennemi redoutable. C'est toute l'histoire de la pneumocystose et de cet équilibre fragile entre notre corps et les microbes qui nous entourent. Alors, la pneumocystose pulmonaire, qu'on appelle souvent PCP, c'est donc une infection des poumons causée par un champignon, Pneumocystis jirovecii. Et le mot-clé ici, c'est opportuniste. Son histoire le montre bien. On l'a découvert en Europe juste après la Seconde Guerre mondiale, lors d'épidémies de pneumonie qui touchaient des nourrissons prématurés et malnutris, c'est-à-dire des individus dont les défenses étaient déjà très faibles. Pour bien comprendre le sujet, voici le plan qu'on va suivre. On va commencer par la définition et un peu d'histoire, puis on va plonger dans la biologie de l'agent pathogène lui-même. Ensuite, on verra ce qui favorise l'infection. Après, on abordera le processus de diagnostic, qui est assez complexe, puis le traitement, et on terminera sur la prévention et une conclusion générale. Pour comprendre une maladie, il faut d'abord connaître l'organisme qui en est responsable. On commence donc par la carte d'identité biologique de Pneumocystis jirovecii, c'est-à-dire sa classification scientifique. Ce qui est absolument crucial de retenir ici, c'est sa place dans le règne des fungi. Pendant très longtemps, on a cru que c'était un protozoaire, un parasite, mais non, les analyses génétiques ont tranché, c'est bien un champignon, proche des levures, et cette classification, ce n'est pas juste un détail pour spécialistes, elle est fondamentale pour comprendre comment il fonctionne, et bien sûr pour trouver des traitements antifongiques qui marchent. Un autre point vraiment fascinant, c'est sa spécificité d'hôte. Le genre Pneumocystis est très sélectif. Pneumocystis jirovecii n'infecte que l'être humain. La souris, elle, a sa propre espèce, Pneumocystis murina. Le rat a Pneumocystis carini, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de réservoir animal pour l'infection humaine. L'homme est le seul hôte et la seule source de transmission. Au cours de sa vie dans nos poumons, ce champignon change plusieurs fois de forme. On a d'abord les formes trophiques, qui sont les formes actives, celles qui se nourrissent en s'attachant à nos cellules. Elles se transforment ensuite en prékystes, puis en kystes mûrs, qu'on appelle aussi des asques. Ces kystes sont de véritables usines à produire des ascospores, qui seront ensuite libérés pour redevenir des formes trophiques. C'est ce cycle qui lui permet de survivre et de se multiplier. Ce schéma nous montre justement ce cycle de vie. On dit qu'il est hypothétique parce qu'on n'arrive toujours pas à cultiver ce champignon en laboratoire, ce qui complique beaucoup les choses. Ce qu'on sait, c'est que la transmission se fait par l'air. Une fois dans les poumons, le champignon a deux modes de reproduction. Un mode asexué pour se multiplier vite et un mode sexué qui aboutit à la formation de ces fameux kystes, beaucoup plus résistants. Bon, si on est nombreux à être en contact avec ce champignon, la grande question c'est pourquoi tout le monde ne tombe pas malade? Eh bien la réponse tient en vous, l'immunodépression. C'est ça le facteur clé. Et s'il y a un chiffre à retenir, c'est celui-ci, moins de 200. On parle ici du taux de lymphocytes TCD4. Ces cellules, ce sont un peu les chefs d'orchestre de notre immunité. Quand leur nombre passe sous la barre critique de 200 par millimètre cube de sang, la surveillance immunitaire s'effondre. Et là, c'est la porte grande ouverte pour pneumocystis. Mais attention, il n'y a pas que le VIH-Sida. En fait, toute situation qui affaiblit en profondeur notre immunité est un facteur de risque. Ça inclut par exemple les traitements à base de corticoïdes sur le long terme, les chimiothérapies contre le cancer, ou encore les traitements immunosuppresseurs qui sont indispensables après une greffe d'organes ou des cellules souches. Passons maintenant au diagnostic. Et c'est là qu'on touche à une difficulté majeure. Comme je le disais, on ne peut pas cultiver ce champignon. Le diagnostic ne repose donc jamais sur une seule preuve, mais sur ce qu'on appelle un faisceau d'arguments. C'est une sorte d'enquête qui combine plusieurs indices. Cette enquête se déroule en plusieurs étapes logiques. Tout commence avec les symptômes du patient, les arguments cliniques. Ensuite, l'imagerie des poumons, la radio, nous donne une première idée. Après, des analyses de sang peuvent nous orienter. Mais la confirmation, la vraie preuve, ne viendrait qu'en mettant la main sur le champignon lui-même. Le tableau typique, c'est quoi? C'est de la fièvre, une toux sèche et tenace, et surtout un essoufflement, une dyspnée qui s'aggrave de plus en plus. Et quand on fait un scanner des poumons, l'image est souvent très caractéristique. On voit des infiltrats qui touchent les deux poumons, avec un aspect un peu flou qu'on décrit comme du verre dépoli. C'est comme si un voile recouvrait les poumons. Au niveau biologique, d'autres indices viennent s'ajouter. Bien sûr, il y a le contexte, avec le taux de CD4 très bas, mais on observe aussi souvent une augmentation des LDH, une enzyme qui signe une souffrance des tissus. Et concrètement, pour le patient, ça se traduit par une mauvaise oxygénation du sang, avec une saturation qui chute et une pression en oxygène très basse. Mais pour être sûr à 100%, il faut trouver le coupable. Pour ça, le prélèvement de référence, c'est le lavage broncho-alvéolaire, le LBA. Ça consiste à aller rincer directement les alvéoles pulmonaires pour récupérer le champignon. Et il est absolument crucial que ce prélèvement soit accompagné d'une fiche de renseignement complète sur le patient, notamment sur son état immunitaire, pour que le labo sache exactement quoi chercher. Une fois qu'on a le prélèvement, on utilise des colorations spéciales pour voir le champignon au microscope. En général, on en combine deux.
Regardez à gauche, en A, le bleu de toluidine colore en violet la paroi des kystes. Et à droite, en B, la coloration de Giemsa permet de voir les formes eutrophiques, ces petits points, et surtout les futurs spores à l'intérieur des kystes montrés par les flèches. C'est en voyant ces deux aspects qu'on peut affirmer le diagnostic. Au-delà de ces colorations, on a aussi des techniques plus modernes. Le chalcofluor, par exemple, est un produit fluorescent qui s'affixe sur la paroi du champignon. On peut aussi utiliser des anticorps marqués, c'est l'immunofluorescence, ou encore chercher directement l'ADN du champignon par PCR. Enfin, il y a le dosage du bêta-déglucane. C'est un marqueur utile, mais attention, il n'est pas spécifique de pneumocystis. D'autres champignons en ont aussi. C'est une pièce de plus au puzzle, mais ce n'est pas la preuve ultime. Voilà, le diagnostic est posé. Maintenant, c'est une course contre la montre qui s'engage. Il faut traiter et vite. Voyons quelles sont les options. Le traitement de référence, celui qu'on utilise en première intention, c'est le cotrimoxazole. C'est une association de 2 antibiotiques qu'on donne pendant 2 à 3 semaines. Le problème, c'est que les allergies ou les intolérances sont assez fréquentes. Dans ce cas, on a une alternative principale qui est l'iséthionate de pentamidine. D'autres associations peuvent aussi être utilisées dans des cas bien précis. On arrive à la fin de notre parcours. Et on va terminer avec un point absolument essentiel, la prévention. Parce que, surtout avec des patients aussi fragiles, mieux vaut prévenir que guérir. La prévention s'articule autour de 3 grands axes. D'abord, à l'hôpital, on isole les patients malades pour éviter qu'ils ne contaminent d'autres personnes vulnérables. Ensuite, comme la transmission est aérienne, le personnel soignant doit porter un masque. Et surtout, il y a la chimioprophylaxie. On donne un traitement préventif, le plus souvent du cotrimoxazole à faible dose, à toutes les personnes à haut risque pour empêcher l'infection de se développer. En conclusion, cette citation résume parfaitement les points clés. La pneumocystose est bien une infection fongique, mais due à un champignon atypique qu'on ne sait pas cultiver et qui est strictement humain. Et la conséquence de tout ça, c'est que son diagnostic de certitude repose obligatoirement sur la visualisation directe du champignon dans les poumons. Et tout cela nous amène à une question pour l'avenir. Avec les progrès de la médecine, le nombre de patients qui vivent avec un système immunitaire affaibli ne cesse d'augmenter. Alors, face à des ennemis comme Pneumocystis jirovecii, quelles nouvelles stratégies, quelles innovations peut-on imaginer pour mieux protéger ces populations de plus en plus nombreuses et vulnérables ? C'est un des grands défis qui nous attend.